ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre matinale avec toutes les informations qui vous concernent, l'essentiel de l'actualité politique et parlementaire, des débats, du décryptage et puis des reportages en région pour une information de proximité avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les indés radios. C'est parti pour 90 minutes et voici le programme qui vous attend. Les sénateurs vont-ils adopter la PMA pour toutes les femmes? Le projet de loi bioéthique arrive au Sénat la semaine prochaine. On en parlera avec le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Ce matin, notre invité politique, c'est Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. On parlera des élections municipales et de l'enjeu de ce scrutin pour les écologistes. Toutes les semaines, nous nous rendons dans un département et cette semaine, nous étions dans les Vosges où on s'est intéressé au secteur du tourisme d'hiver. On en parlera avec notre reporter Alizé Boissin. Et enfin, le Club des territoires avec notre bande de journalistes qui débattent de l'actualité. Aujourd'hui, on parlera de la réforme des retraites et puis des élections municipales et notamment de la campagne à Marseille. Mais avant cela, les autres informations de ce vendredi 17 janvier. Marine Le Pen, candidate à la présidentielle 2022, la présidente du Rassemblement national se déclare 2 ans et demi avant le scrutin. Ségolène Royal contre-attaque alors que le parquet national financier enquête sur ses fonctions d'ambassadrice des pôles. L'association Anticorps d'ailleurs demande une enquête à la Cour des comptes sur ses fonctions, sur ses postes d'ambassadeur thématiques. Et puis la campagne des élections municipales à Marseille avec un sondage Ipsos exclusif qui place la candidate Les Républicains Martine Vassal en tête au premier tour, mais au coude à coude avec le candidat Rassemblement national Stéphane Ravier. On décryptera ce sondage dans notre émission. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu des Hauts-de-Seine, il est membre du groupe Les Républicains, ancien ministre des Relations avec le Parlement. Bonjour Roger Karoutchi. Bonjour. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va commencer avec une première question d'actualité. Marine Le Pen, candidate à la présidentielle en 2022. Est-ce qu'on va vers un match Macron-Le Pen en 2022? C'est ce que beaucoup annoncent. C'est ce que certains espèrent. Probablement d'ailleurs Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et c'est ce que nous allons essayer de perturber en ayant, si possible, un candidat de droite crédible pour être au deuxième tour, donc pour empêcher le renouvellement de ce duel, qui est un duel tellement attendu que finalement il assèche la vie publique. Et alors comment les Républicains peuvent faire? Est-ce qu'il faut lancer un candidat assez tôt, comme le fait le Rassemblement national? C'est pas sûr. Regardez, en 2017, finalement, Macron est apparu 6-7 mois avant, ou 8 mois avant l'élection présidentielle. Non, on va passer d'abord les municipales, on va passer les départementales et régionales de mars 2021, et là, on sera à 1 an des présidentielles, et à ce moment-là, il faudra déterminer qui est le meilleur candidat de la droite et comment on le sélectionne. Vous avez déjà une idée? Moi, j'ai des idées, mais pour le moment, je préfère attendre un peu de savoir comment le parti va décider de le sélectionner. On va parler de la réforme des retraites puisqu'il y avait une nouvelle journée de mobilisation hier. 187 000 personnes ont manifesté hier en France. C'est moins que les semaines précédentes. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler ? Oh bah ça c'est sûr. Au bout de 6 semaines, d'abord les grévistes qui ne sont pas payés par leur jour de grève, il faut reconnaître qu'au bout de 6 semaines, ça peut commencer à devenir difficile au niveau financier. Deuxième élément, plus personne n'y comprend rien. Et c'est le jeu du gouvernement. Est-ce qu'il y a ou pas encore un âge pivot, un âge de référence? On ne sait plus très bien quelle est la différence d'ailleurs entre les deux. Que fait-on de la clause du grand-père? À qui ça va s'appliquer? Pour certains, ceux nés après 1975, là où il y a des entreprises de transport après 1985, on joue un peu sur la confusion pour finir par sortir du mouvement. Moi, je pense qu'en réalité, la grève va finir par s'arrêter, parce que c'est comme ça. Mais le débat n'est pas fini. Le débat n'est pas fini? Le débat est loin d'être fini. Il y aura d'abord les partenaires sociaux, puisqu'il y aura une conférence financière, et il y aura le débat parlementaire. D'ailleurs, je souhaite, comme le président Larcher, que le débat parlementaire ne se fasse qu'au moment où on saura ce que décide la conférence financière. Alors, vous dites que la grève va s'arrêter, mais les manifestants restent quand même déterminés. Oui. Comment vous voyez l'évolution de ce conflit? Est-ce qu'il y a un risque de radicalisation? Forcément sur un noyau dur. C'est-à-dire que les ultras continueront de manifester, voire de vouloir bloquer parce qu'ils sentiront que le mouvement s'essouffle. Donc oui, il y a un risque de radicalisation, mais on sait très bien que c'est la dernière phase, avant une reprise,
Et ce qu'il faut, c'est que la reprise corresponde à un vrai accord entre les partenaires sociaux. Alors vous le disiez, le débat sur cette réforme des retraites va commencer au Parlement pendant le mois de février. Et justement, le président du Sénat, Gérard Larcher, dénonce les conditions d'examen de cette réforme au Parlement avec un calendrier très serré, accéléré. Mais finalement, est-ce que le gouvernement a vraiment le choix? Ah oui, le gouvernement a le choix. Alors que le pays est bloqué. Non mais le gouvernement dit, et c'était un geste, OK pour la conférence financière, aux partenaires sociaux de nous faire des propositions. Mais la logique voudrait qu'on dise au Parlement, attendons la conférence financière, ses conclusions, et nous arrivons avec un texte de loi adapté aux conclusions pour un débat parlementaire. Là, on nous dit, vous allez faire le débat parlementaire, notamment à l'Assemblée nationale, avant de savoir ce que conclut la conférence financière. En clair, on dit aux députés, votez un texte sans savoir du tout ce que sera l'équilibre financier, sans savoir du tout ce que décidera la conférence, et une fois que vous l'aurez voté, on vous dira ce que décident les partenaires sociaux. Ça n'a aucun sens. Alors justement, cet épisode fait un peu penser à novembre dernier et à l'examen du budget de la sécurité sociale, puisque les sénateurs avaient rejeté d'abord l'examen de ce budget, car le plan hôpital n'était pas dévoilé par le gouvernement. Est-ce que les sénateurs peuvent faire de même avec les retraites? C'est peut-être un peu plus compliqué sur les retraites. Moi, je souhaite qu'on rentre vraiment dans le débat. Mais enfin, ça devient habituel. Je vous rappelle que déjà, fin 2018, nous avons débattu du budget, et puis que d'un coup d'un seul, on nous a sorti en urgence 10 milliards d'euros pour les mesures gilets jaunes, que nous avons acceptées pour pacifier les choses. Mais c'est une gestion calamiteuse, et c'est une négation du rôle du Parlement, mais ça devient habituel. Donc comment vous allez protester contre ce traitement du Parlement ? D'abord, la conférence des présidents peut demander à ce que le délai d'étude par nos commissions, une fois que le texte retraite sera transmis par l'Assemblée au Sénat, soit davantage de temps, ce qui nous permettra peut-être d'aller jusqu'aux conclusions de la conférence financière. Le délai maximal en commission, ça peut être... Normalement, c'est 6 semaines, mais on peut demander à ce que, vu l'ampleur du sujet, nous ayons un peu plus. D'accord. Alors pendant ces manifestations, il y a des épisodes de brutalité de certains policiers. Est-ce qu'Emmanuel Macron, cette semaine, a eu raison de dénoncer ces violences policières ? Non, d'abord parce que, attention, quand on dit violence policière, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Pardon, je sais très bien ce qu'est un dérapage d'un policier qui peut avoir un geste, une attitude, une violence inacceptable. Un policier. Mais enfin, quand vous êtes la police de la République et que vous avez affaire à des manifestants Black Bloc violents, agressifs, vous êtes là pour défendre les institutions, pour défendre les gens, pour défendre les biens. C'est à vous de vous défendre. Si maintenant, quand la police se défend devant les agressions de Black Bloc, on dit que c'est eux qui sont violents, on n'en sortira jamais. Donc, s'il y a des gestes inconsidérés de certains policiers, ils doivent être réprimés. Mais il n'y a pas de volonté publique, claire, collective de la police d'entrer dans la violence. Elle est là pour assurer l'ordre républicain et je souhaite que l'ordre républicain soit assuré, sinon il n'y a plus de République. Et pourtant Emmanuel Macron demande des propositions pour améliorer leur déontologie à ces policiers. Je trouve que ce n'était pas le moment. Pardon, parfois j'accepte et j'approuve certaines décisions du président de la République parce que je ne suis pas un opposant brutal, quoi qu'il arrive. Mais là, franchement, au moment où il y a des manifs, au moment où il y a des Black Blocs, au moment où il y a des blocages, et au moment où la police est sursaturée par la délinquance, le terrorisme, les manifs, les Black Blocs, c'est à ce moment-là qu'on vient dire à la police globalement, je ne sais pas si votre déontologie est suffisante, laissons passer les choses, prenons après calmement des mesures et ne faisons pas de cela un débat public. Très bien. Une question sur Ségolène Royal qui contre-attaque dans les médias alors que l'annonce d'une enquête du parquet national financier sur ses fonctions d'ambassadrice des pôles crée la polémique. Est-ce qu'il y a de la politique derrière cette enquête ? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, j'admire parce que Ségolène Royal est devenue une élève attentive de Charles Pasqua. Charles Pasqua disait toujours, quand il y a une polémique sur vous, créez-en une autre. Donc Ségolène Royal se dit, il y a une polémique sur mon rôle d'ambassadrice et sur mes dépenses, je suis candidate éventuelle au présidentiel, vous allez voir, ça tasse le problème. C'est bien fait, c'est bien joué. Donc elle fait une diversion politique. C'est bien joué. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Bon, j'en sais rien. On verra bien ce que l'enquête révèle, mais il faut attendre. Et justement, sur ces postes d'ambassadeurs thématiques qui sont un peu mystérieux, est-ce qu'il faut davantage les encadrer ? Alors moi, j'ai été ambassadeur, non pas thématique, auprès de l'OCDE, ce qui était une mission très lourde et pendant 2 ans, et où, sincèrement, c'était un job tous les jours.
Alors, les ambassadeurs thématiques, ça a été créé à un moment où il fallait des représentants. C'est pas la notion même d'ambassadeur thématique qui est un problème, parce que ça peut parfaitement avoir un rôle. C'est effectivement une meilleure définition de leur rôle, de leur mission, un encadrement de leurs fonctions, et ça devrait être le cas général. On reçoit tous, quand on est nommé ambassadeur, une lettre de mission. Mais peut-être que la lettre de mission pour des ambassadeurs thématiques où la notion est plus floue devrait être précisée. Et encadrer aussi l'utilisation de l'argent public dans ces fonctions ? Ah, des moyens, vous voulez dire ? Oui. Ah ben là, moi je sais que pendant que j'étais ambassadeur auprès de l'OCDE, j'avais des collaborateurs qui venaient du Quai d'Orsay et de Bercy. Aucun d'entre eux jamais ne s'est mêlé ni de ma vie publique, ni de rien du tout. Ils étaient là pour leur mission et c'était bien comme ça. Très bien. On va parler maintenant du projet de loi bioéthique et notamment de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. On en parle avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Alexandre Poussard, bonjour Roger Carucci. Alors ce projet de loi bioéthique, il a d'abord été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture et il arrive au Sénat mardi prochain. Tout à fait, et je voulais vous montrer une image marquante, elle date d'avril 2013. Rappelez-vous Alexandre, rappelez-vous monsieur Carucci, c'était ces manifestations devant le Sénat, des prières dans la rue, devant le dôme tournant, ça avait ému les parlementaires. Et d'ailleurs, c'est une image vraiment qui est restée marquante pour tous. À l'époque, c'est la loi pour le mariage pour tous qui était examinée en séance. La Chambre haute, à majorité de droite et du centre, était contre ce texte. Elle l'avait même rejeté et modifié vraiment amplement. 7 ans plus tard, c'est donc les opposants à la PMA qui se mobilisent dimanche, à 48 heures du début de l'examen du texte au Sénat. Et depuis 2013, les choses ont changé. Une majorité de sénateurs a déjà adopté la PMA en commission. La gauche est favorable à la mesure, les centristes également. Et certains sénateurs LR sont également favorables au texte, à l'image du président du Sénat, Gérard Larcher. Il en parlait déjà en septembre dernier. Écoutez-le. Nous pourrons avoir les uns et les autres des positions différentes. La mienne, vous la connaissez, je suis assez ouvert sur ce sujet-là. Je l'ai dit depuis très très longtemps, mais je dois veiller à ce qu'il y ait un débat de grande qualité, de grande hauteur. 267 amendements ont été déposés en commission spéciale, la commission spéciale qui est chargée d'examiner ce texte. Pour les LR, notamment pour Bruno Retailleau, Muriel Jourda, il a été question d'un amendement pour retirer la PMA pour toutes de ce texte. Et cet amendement, il a été rejeté à 18 voix contre 14. Écoutez, Muriel Jourda, c'est l'une des co-rapporteurs du texte, notamment sur le volet PMA. J'étais pour ma part opposée à l'extension de l'assistance médicale à la procréation, pas parce que le désir des femmes est hiérarchisable, pas parce que des femmes seules ou des femmes en couple sont dépourvues de capacités éducatives ou d'amour, mais tout simplement parce qu'il me semble que l'intérêt de l'enfant ne le commande pas, pour différents motifs que j'ai développés assez longuement à la commission. Mais donc, ces opposants à la PMA pour toutes se sont retrouvés en minorité en commission. Reste maintenant à valider ce vote en séance publique, ce qui est donc ce qui va être le cas à partir de mardi en séance. Mais alors, que peut-on attendre de ces débats qui commencent ce mardi ? On a posé la question à un autre co-rapporteur, Bernard Jomier, écoutez-le. Je crois que le débat forcément sera passionné, ça c'est une bonne chose. Moi je souhaite surtout que, in fine, on arrive à un texte qui nous permette de progresser et non pas de bloquer le compteur, de bloquer la recherche et de bloquer des évolutions que nos concitoyens réclament. Un dernier mot pour dire que le vote final du texte est attendu pour le 4 février. Et aussi une question pour vous, Roger Carucci. En septembre dernier, sur notre plateau, vous aviez dit que vous attendriez le dernier moment pour vous prononcer pour ou contre ce texte. Alors, est-ce que vous voterez en faveur de la PMA pour toutes les femmes ? En commission, j'ai voté pour. En parallèle, on peut en parler, beaucoup de garde-fous, parce qu'il n'y a pas que ça dans le texte. Il y a la PMA, mais il y a beaucoup d'éléments sur les cellules souches, sur la gamète, sur la recherche. Et là-dessus, je suis extrêmement réservé. C'est-à-dire que je pense que si j'accepte, comme le président Larcher d'ailleurs, l'extension de la PMA, ça ne doit pas être la porte ouverte à la GPA, contre laquelle je suis farouchement opposé, et ça ne doit pas être un élément, j'allais dire, simplement de confort. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne suis pas favorable
au remboursement de la PMA qui ne serait pas une PMA médicalisée. Donc il faut qu'on trouve une évolution pour que les libertés soient respectées, mais en même temps pour que chaque chose soit un peu encadrée. Et qu'est-ce qui vous a décidé dans votre choix de finalement soutenir cette PMA pour toutes les femmes ? Sincèrement, vous voyez, en 2013, j'étais déjà là et le débat a été dur, plus respectueux au Sénat qu'à l'Assemblée, mais a été assez dur. Et j'ai des souvenirs où on me disait l'ouverture du mariage, c'est une révolution sociétale. 7 ans après, force est de constater que ça se pratique et que ça n'a pas chamboulé la société. Il y a d'autres choses qui peuvent chambouler la société. L'identité nationale, les valeurs de la République, les valeurs de la nation. Ça, c'est un vrai chamboulement. Sur le reste, il peut y avoir des évolutions sociétales. Est-ce que le rôle des parlementaires, c'est de dire « ma conviction profonde, elle est conservatrice, par exemple, et je veux l'imposer à tout le monde ». Je pense que non. Je pense que nous sommes là pour non pas simplement accompagner les choses, mais nous ne pouvons pas accepter que la société bouge sans que le Parlement bouge. La loi n'est pas là pour contraindre, elle est là pour encadrer, mais pour comprendre les évolutions de la société. Qu'on puisse étendre la PMA, vous savez, il y a 400 000 naissances par voie de PMA depuis 1982, depuis que la PMA existe. Est-ce que ça a chamboulé l'ordre sociétal ? Non. Donc, on peut l'étendre, mais il faut des garde-fous. Et ça, que ce soit par exemple, ce que je n'accepte pas, le fait que les chercheurs nous demandent parfois de pouvoir mêler cellules humaines, cellules animales pour avancer sur les recherches, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis jusqu'où. Enfin, à un moment, voilà, on n'est pas apprenti sorcier. Alors, juste sur la PMA, vous parliez d'évolution de la société. Est-ce qu'il y a quand même une partie des Républicains qui ne veut pas suivre cette évolution sociétale ? Oui, mais leurs convictions sont tout à fait respectables. C'est pour ça que dans le groupe, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et qu'on en débat en réunion de groupe très calmement. Moi, je pense que d'ailleurs, dimanche, il y aura une manifestation. Je n'irai pas, naturellement, puisqu'elle est opposée à la PMA, mais enfin, ils ont parfaitement le droit d'exprimer leurs convictions. Je note d'ailleurs que les manifestations de ce genre n'entraînent pas de violence, donc on peut peut-être respecter encore plus les manifestants qui respectent la République et les lois de la République. Non, c'est l'affirmation de conviction. Il y a des gens, y compris dans notre groupe, qui se disent « est-ce que l'ouverture de la PMA est un premier pas vers la GPA ?» Ce qui les bloque sur l'ouverture de la PMA. Moi, je considère qu'on peut ouvrir la PMA et bloquer dans le texte. D'ailleurs, je voterai un amendement de Bruno Retailleau sur l'interdiction absolue d'aller vers la GPA. Donc voilà, il faut qu'on trouve un chemin pour accepter les évolutions de la société tout en posant des garde-fous et encadrer. Très bien. Alors comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Strasbourg, chez nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace, nos partenaires. Et on va rejoindre Emmanuel Viau, qui est journaliste au DNA. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors ce matin, vous nous parlez de parcs d'attractions avec la famille propriétaire du grand parc d'attractions allemand Europa Park, qui se situe près de la frontière avec la France. Et cette famille allemande, elle va décider d'investir en Alsace. Oui, ceux qui ont des enfants parmi vous connaissent peut-être déjà Europa Park, avec 5,7 millions de visiteurs en 2019, qui est une année record. C'est le deuxième parc de loisirs le plus fréquenté d'Europe, après Disneyland Paris. Le parc est installé à Rust, donc en Allemagne, comme vous l'avez dit, tout près de l'Alsace, avec laquelle la famille Mack, qui a fondé l'entreprise, entretient une relation très forte. Il y a tout d'abord, bien sûr, les nombreux clients français, qui représentent bon an, mal an, 23% des visiteurs, un pourcentage qui correspond aussi à peu près au nombre de salariés français employés sur le site, dont une grande majorité d'Alsaciens. L'entreprise est prospère, elle emploie plus de 4000 salariés et engrange un chiffre d'affaires annuel de 400 millions d'euros. Et depuis quelques années, la famille Mack investit énormément dans ses installations et aussi pour diversifier ses activités. C'est dans ce cadre-là qu'elle a entrepris d'approfondir sa relation avec l'Alsace grâce à plusieurs investissements. Justement, elle va mener plusieurs projets transfrontaliers. Oui, d'abord, il y a ce grand projet d'implanter dans la banlieue de Strasbourg le siège social d'une filiale appelée Mack Media, qui produit notamment des films d'animation pour les attractions. Il y a aussi eu le rêve d'un téléphérique au-dessus du Rhin, il y a quelques mois, dont le propriétaire d'Europa Park s'était même entretenu avec le président de la République Emmanuel Macron. Baptisé téléphérique de l'amitié, il était destiné à devenir le symbole des liens forts entre l'Allemagne et la France et aussi
Bien sûr, un moyen de permettre à la clientèle française de se rendre plus facilement sur le site pour profiter des attractions. Mais le projet est tombé à l'eau après l'intervention des écologistes allemands. La culture du consensus à la demande a prévalu et le projet a été remis à plus tard. Aujourd'hui, la famille Mack investit le territoire alsacien là où on ne l'attendait pas, dans le vin. On a appris donc ce portrait acquéreur du château d'Olvillers, dans le département du Haut-Rhin, et de son vignoble de 24 hectares. On y fait un bon Gewürztraminer et surtout du Riesling dans un grand cru classé. L'idée, c'est de faire passer le domaine à la biodynamie, de produire du vin nature. Alors pourquoi une famille spécialisée dans les parcs d'attractions investit dans le vignoble alsacien ? Bonne question. Eh bien, on ne sait pas en fait. La famille Mack n'a pas souhaité commenter cette acquisition tant que la transaction n'a pas été finalisée, ce qui devrait arriver dans les prochains jours. Mais on imagine que diversifier ces investissements est quelque chose qui les intéresse. On sait par exemple qu'elle dispose d'un important réseau d'établissements hôteliers. Il faut enfin signaler que jusque-là, aucun investisseur étranger n'était devenu propriétaire de vignes en Alsace. Mais bon, Europa Park, ça a une image tellement sympathique. Les Alsaciens ont tous une fois ou l'autre testé ces attractions avec ou sans haut le cœur. Et puis les Mack aujourd'hui en Alsace, finalement, c'est presque de la famille. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous ce matin. Monsieur Carucci, vous aimez bien les parcs d'attractions ? Quand j'étais au Conseil régional d'Île-de-France, j'ai participé à la mise en place du parc Disney en Seine-et-Marne. Dire que j'y vais régulièrement, non. J'ai dû aller 2 fois dans ma vie au parc Disney, mais non, je ne suis pas un fanatique des parcs, mais c'est très bien, ça participe à la vie, ça participe à la distraction des familles. Donc c'est parfait. On va passer maintenant à la revue de presse de votre département des Hauts-de-Seine et on retrouve notre journaliste Quentin Calmet. Et Quentin, on va commencer avec Libération. Voilà, on vous en a déjà parlé dans cette émission. Libération revient dans un article sur les Hauts-de-Seine et les Yvelines qui veulent leur mariage de riches, dit Libé. Alors effectivement, de quoi s'agit-il ? Ça fait réagir. Mais effectivement, les 2 départements aimeraient que donc, le 92 et 78 puissent fusionner. Patrick Devedjian et Pierre Bédier, qu'on voit ici à l'image, qui sont les présidents des conseils départementaux. Ils ont même fait leur cérémonie de vœux ensemble ce mardi. Vous y étiez peut-être ? Oui, vous y étiez. Et donc, selon eux, il s'agit de faire des économies d'échelle avec cette fusion. Par exemple, Pierre Bédier, il dit dans l'article, sur le domaine routier, ce sont plusieurs millions d'économies qui ont été réalisées. Au fil des transferts, ces économies vont se faire de plus en plus importantes. Mais alors pour les élus de gauche ou les élus des autres départements d'Île-de-France, cette idée, elle est scandaleuse car derrière, il y a la volonté de peser dans la métropole du Grand Paris. Et il reste également une interrogation. Qu'en pense le gouvernement ? Il se fait très discret. On imagine que vous êtes favorable, vous, à cette fusion ? D'abord, je conteste l'expression mariage de riches. C'est un mariage. Ce sont les 2 départements qui seraient les plus, enfin qui sont d'ailleurs les plus riches. Et Paris dans les. Et Paris est bien plus riche que nous, même s'il donne moins d'argent que nous. Mais non. La vérité, c'est que géographiquement, nous sommes proches, qu'on a le même type d'activité, le même type de population et des intérêts communs dans la création d'activités économiques qui peuvent être productives pour tout le monde. Maintenant, il y avait déjà eu d'ailleurs en 2019 des vœux communs Yvelines-Hauts-de-Seine. Maintenant, nous attendons la décision du gouvernement qui n'a pas l'air très décidée. Mais je reconnais que nous avons un vrai problème en Île-de-France. Communes, interco, départements, métropoles, régions. Il y a déjà beaucoup de strates. Simplifions. On continue cette revue de presse avec Temps Réel 92 qui parle des maisons France Service dans les Hauts-de-Seine. Voilà, ça ne concerne pas que les départements ruraux, ça concerne aussi les Hauts-de-Seine. Il y a Antony à Colombes, à Villeneuve-la-Garenne, des ouvertures de ces maisons France Service. L'idée, je vous le rappelle, c'est de centraliser au total 9 services administratifs dans un même lieu, que ce soit pour les formalités sur les papiers d'identité, centre des finances publiques ou encore d'autres services comme cela de l'État. Et il y en a 24 qui vont ouvrir en janvier, communique beaucoup le préfet communique beaucoup sur la question en ce moment. Et sur parisien.fr, on parle des élections municipales et des candidats à La République En Marche qui sont soutenus par La République En Marche, mais qui sont attrapés par leurs engagements pro-manif pour tous. Voilà, on en parlait tout à l'heure, le texte de loi de bioéthique qui arrive mardi. C'est effectivement ces élus qui sont rattrapés, dit le texte, dit le texte de l'article du Parisien.
pour leur engagement pour Manif pour tous. Alors on pense par exemple à Aurélie Taquilin à Courbevoie, Anna Seba dans le 16e arrondissement de Paris ou encore Patrick Ollier à Rueil-Malmaison. Ils sont issus de la droite, certains sont même encore engagés auprès des LR. Ils se voient reprocher cette position aujourd'hui alors qu'ils sont soutenus par La République En Marche, car dans la charte du parti, il y a l'idée d'être favorable à ce mariage pour tous. Mais le parti dit que ces investitures mettent aussi en lumière le fait qu'ils ont évolué depuis le mariage pour tous. Et enfin, le Parisien nous dit qu'il y a aussi cette idée que le parti majoritaire s'allie énormément avec les LR et ça se voit sur cette question. Merci beaucoup Quentin, et ça nous amène aux élections municipales avec une question d'abord sur Paris. Roger Karoutchi, qu'est-ce que vous pensez de la campagne de la candidate LR Rachida Dati? Est-ce qu'elle est assez rassembleuse, cette campagne? Moi, je pense que la campagne de Rachida se passe plutôt pas mal, puisque dans les sondages, en tout cas, elle progresse. Donc ça va. Alors après, on a des problèmes parfois d'arrondissement. Je pense notamment au 15e arrondissement, où Philippe Goujon va conduire une liste qui, je pense, sera une liste gagnante. Il faut trouver des accords. Qui est soutenue par La République En Marche? Pas du tout. Qui est proche de LRE? Non, pas du tout. Il y a 2 listes République En Marche contre lui. Donc non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un problème de personnes. Oui, il y a à la fois des problèmes de personnes, des problèmes de composition de liste. Mais non, ça n'a rien à voir avec La République En Marche. Chacun sa vie. Et puis alors pourquoi Rachida Dati ne saisit pas la main tendue par Valérie Pécresse dans cette campagne? Ça, les relations entre les deux ont toujours été assez difficiles, soyons clairs. Il y a des demandes que moi j'ai considérées comme légitimes, parce que je suis proche de Valérie, sur un certain nombre d'arrondissements. Pour des raisons multiples, Rachida n'y a pas donné suite. Alors, moi je pense que quand même à terme, il faut essayer de trouver un accord, parce que l'état, de la droite à Paris depuis 20 ans est quand même tel que un peu d'unité ne ferait pas de mal. Très bien, donc elle devrait tout le monde devrait se mettre autour d'une table et dire, bon, est-ce qu'on arrive, d'ici le dépôt des listes, à trouver des accords? Attendez, quand je vois que Pierre-Yves Bournazel rejoint Griveaux, qu'il avait demandé d'ailleurs un accord avec Villani, etc., peut-être que dans notre camp, on peut faire pareil. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de ce ralliement de Pierre-Yves Bournazel à Benjamin Griveaux? Pierre-Yves a essayé, a bien vu que, dans les sondages, ça passait pas. Les derniers sondages le donnaient à 4%. Donc il a compris que c'est l'unité qui faisait la force d'un camp, pas la division. Prenons-en acte pour nous. Très bien. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, d'avoir été notre invité ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et nous évoquerons avec lui les élections municipales où les écologistes ont leur carte à jouer. Mais avant cela, on va parler des deepfakes, c'est-à-dire ces vidéos truquées qui parfois caricaturent les hommes politiques. Mais elles peuvent être très réalistes, ces vidéos, au point de devenir une arme de communication. Alors pour mieux comprendre les deepfakes, on va regarder un extrait de notre émission Hashtag, ça s'est passé sur Public Sénat. And then he had a press conference in the Rose Garden with all this sort of visuals that obviously were planned long before I said most currently that he was engaged in a cover-up. So it's really sad. And here's the thing, and I told this to the room when he came in and made that statement, and then he walked out, and you got the Secretary of the Treasury, you got all the this, that, and the other thing, and a distinguished group of members from the House and Senate, Democrats. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre Nancy Pelosi, son débit est très très ralenti. Et cette vidéo publiée à l'origine, ça c'est important, sur un site conservateur américain est devenue virale avec plus de 2 millions de vues en 48 heures, partagée très sérieusement par des proches de Donald Trump avant d'être commentée par le président lui-même qui a dit en conférence de presse, je cite, « Je vais vous dire, je l'observe depuis longtemps, elle n'est plus la même personne, elle est perdue ». On est là devant le premier vrai deepfake, Véronique, ce que vous disiez tout à l'heure. On est là exactement dans la démonstration, ce que je disais, je l'ai vu moi-même. Le partage, il est incroyable parce que c'est la surprise, l'étonnement, la fameuse rupture dont Denis parlait. Donc 2 millions en 48 heures, on le partage, c'est incroyable, mais on ne le partage pas pour dire c'est un montage, on le partage pour dire c'est incroyable, cette femme boit. Et donc en fait, derrière, c'est très compliqué à démonter parce que les gens l'ayant vu eux-mêmes, ayant dit eux-mêmes que c'était vrai, c'est difficile de se dédire. Quand c'est votre cousin qui vous l'avait dit, vous pouvez dire bon, mon cousin dit n'importe quoi, mais c'est vous.
C'est vous-même qui avez dit, regarde... Il y a quelque chose de psychologique à intégrer pour reconnaître qu'on s'est trompé. Et plus on aura laissé de temps et plus on aura partagé cette information, plus ça va être difficile de dire, en fait, je me suis fait manipuler. En fait, non, c'était une fausse information. Et dans le cas présent, il y a eu plein de montages qui ont été faits derrière pour dire, mais regardez, son débit habituel, c'est ça. Voilà. Avec la vidéo en vitesse normale, etc. Et les gens disaient, mais oui, mais d'accord, mais c'est l'inverse. Eux, ils y voyaient une manipulation de l'accélération. Donc, en fait, d'accord, ça devient très compliqué. D'accord, qu'on accélérait pour dédouaner Nancy Pelosi. Et au final, alors François Durper, les gens ont compris que c'était une manipulation ou ça dépendait des opinions politiques? Ça dépend des opinions politiques. Beaucoup de républicains pensent encore que Nancy Pelosi, c'est ça. Et là, on est dans le cœur de... C'est quoi l'intention du deepfake? On a dit il y a une typologie. En fait, la typologie, elle est simple. C'est quoi l'intention? Oui, c'est l'intention, que disait Denis Bertrand. C'est de faire appel à notre intelligence? Est-ce que c'est de faire appel à notre esprit critique? Est-ce que c'est du satirique? Ou est-ce que c'est un pari sur, en revanche, notre ignorance et ça vise à éteindre complètement notre esprit critique. Et là, on le voit bien, Nancy Pelosi, c'est la mère de l'impeachment contre Donald Trump, donc ça devient l'adversaire numéro 1. Notre invité politique ce matin, c'est Julien Bayou, secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale qui est représentée ce matin par le groupe EBRA, les journaux de l'Est. Avec vous, Fabrice Wesser-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors on va commencer cette interview par la réforme des retraites, puisqu'hier il y avait une nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme. 187 000 personnes ont manifesté en France. C'est nettement moins que les semaines précédentes. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler? Mais je pense que le mouvement il se diversifie parce qu'effectivement peut-être qu'il y a une baisse du nombre de personnes à un moment T dans les rues, mais de ce que je vois, il y a aussi une diversification des modes d'action et je pense en particulier aux avocats et avec leur jet de robe assez spectaculaire. Je crois qu'il y avait une nuit des retraites au barreau de Bobigny. Vous avez l'ensemble des barreaux qui sont plus de 180 barreaux qui sont mobilisés. C'est assez spectaculaire. Les avocats, ça fait déjà quelques temps, ça fait plus d'1 an, qu'on les voit, ils avaient défilé dans Paris, oui. C'était déjà assez spectaculaire l'année dernière. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet retrait H-pivot là qui agit sur le mouvement? Oui, c'est l'espèce de tactique du gouvernement que de mettre cet âge et puis de le retirer en faisant croire qu'il a fait une concession. Vous savez, parce qu'il fait croire qu'il a fait une concession. Oui, c'est ça, il fait croire qu'il a fait une concession. Je mets en garde sur le fait de dire c'est du déjà vu. C'est-à-dire qu'en fait, là, les colères s'accumulent. Vous avez les urgences, rien n'est réglé. Donc peut-être qu'elles sont moins sous les radars médiatiques. Néanmoins, la colère est toujours là. Les avocats, effectivement, se mobilisés depuis des mois. La colère est toujours là. Si le gouvernement passe en force, puisque c'est parti comme ça, un pas de concertation sur les critères de pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur tous les sujets, sur le fait de déplafonner ces fameux 14% de PIB, on nous dit on ne va pas dépasser les 14%. Ça veut dire que s'il y a plus de retraités, il y aura moins de pensions. Il faut dire les choses clairement. Il n'y aura pas de discussion non plus sur le fait de prendre en compte toute la carrière. Aujourd'hui, c'est les 15 meilleures années. Et là, ça sera l'ensemble de la carrière. C'est évident que ça conduit à une baisse des pensions. Voilà. Il n'y a pas de chiffrage. Moi, je suis effaré de la légèreté, de la désinvolture avec laquelle le gouvernement engage cette réforme. Il faut réformer. Il faut réformer. Selon vous, il faut réformer. Oui, il faut y réformer. Notre système, il est utile. C'est un héritage du Conseil national de la résistance, c'est le système par répartition. Il y a certainement des trous, je pense notamment aux femmes qui ont des carrières plus hachées et qui se retrouvent avec des plus petites retraites, mais parce qu'aussi elles ont des plus petits salaires. Je pense aux précaires qui cotisent moins bien ou à différentes caisses et qui du coup en fin de compte ont des plus petites retraites. Bien sûr qu'il faut réformer, mais dans le sens de plus de justice sociale, une meilleure prise en compte de la pénibilité. Et ce gouvernement fait le contraire. Et alors, est-ce qu'Europe Écologie Les Verts est favorable à ce régime universel par points? Quelle est sa position? Nous, on n'était pas sur un tabou. Un régime par points, si vous me garantissez la valeur du point, par exemple, on peut envisager si on n'est pas dans l'uniformité. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des travaux plus difficiles. Le vôtre, le mien, il y a des travaux
plus difficile, voilà, avec des lourdes charges, des bruits incessants, le rapport à la clientèle, un stress supérieur. Et donc si on avait dit, bien, il y aura des points, des bonus de points pour ces travaux extrêmement pénibles, où l'espérance de vie, in fine, est plus faible, alors dans ce cas-là, ça pouvait s'engager. Je pense que ce gouvernement, en passant en force, a tué l'idée du régime par points, vraiment l'a tué, je pense, et a imposé l'idée, et ça c'est délétère, que en fait, le point, vous ne saurez pas combien vous toucherez. Et ça c'est dramatique. Fonder une famille, investir dans les études de ses enfants, dans un bien immobilier, quand vous ne savez pas quelle sera votre retraite, c'est extrêmement dangereux, évidemment. Et ça pousse à la retraite par capitalisation. Et là, nous avons un problème, nous, écologistes, c'est que les fonds de pension type BlackRock, on n'en parle jamais, mais ce sont des prédateurs pour le climat. Ils ont investi des milliards et ils sont bloqués dans les énergies fossiles. Et ils s'opposeront avec la dernière énergie à ce qu'on fasse la transition énergétique. Et ils sont vraiment exposés des feux comme en Australie. C'est une catastrophe évidemment pour le climat, pour la biodiversité, mais eux vont perdre énormément d'argent et ça veut dire que si vous avez placé vos retraites dans leur fonds, eh ben vous risquez de tout perdre. Ça, c'est pas possible. Alors dans ces manifestations, il y a des épisodes de brutalité policière et d'ailleurs cette semaine, le président de la République a dénoncé des comportements inacceptables. Est-ce que vous saluez l'inflexion du gouvernement sur ce sujet ? Mais moi, écoutez, l'inflexion, vous savez, dans un gouvernement précédent, on aurait parlé de couac. Parce que des violences policières, il y en a. Des enquêtes de l'inspection générale de la police nationale qui débouchent sur rien ou dont les rapports ne sont pas rendus publics, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui sont éborgnées et qui demandent des comptes, qui demandent des responsabilités vis-à-vis du policier qui a fauté, comme de la chaîne de commandement. Et peut-être de la chaîne de management qui conduit à l'épuisement. Et il faut bien sûr saluer le travail des forces de l'ordre qui sont mobilisées et qui sont épuisées, qui sont fatiguées et qui sont mises en première ligne parce que le gouvernement refuse de répondre. Vous savez, quand vous avez une mobilisation politique, sociale, la stratégie du maintien de l'ordre ne peut pas suffire. Il faut une réponse politique et sociale. C'est assez nouveau qu'un dirigeant d'Europe Écologie Les Verts apporte son soutien aux forces de l'ordre. Mais j'apporte mon soutien, bien sûr, nous apportons notre soutien aux forces de l'ordre. Vous savez, il n'y a pas d'éloge flatteur des forces de l'ordre possible si vous ne pouvez pas critiquer les stratégies de maintien de l'ordre, si vous ne pouvez pas interroger les techniques de management. Et on a trop de suicides dans la police. Donc à un moment, ça n'est pas des situations personnelles. C'est l'ensemble du système, y compris des ressources humaines de la police, qui pose problème. Vous avez ça fait plus d'1 an maintenant que les policiers, les forces de l'ordre sont mobilisés jour après jour. Vous avez des compagnies de CRS qui peuvent faire... Vous pouvez remonter aux attentats de 2015. Oui, on peut remonter effectivement à une tension depuis 5 ans. Vous avez des compagnies de CRS qui font 16 jours d'affilée. 16 jours d'affilée. Évidemment que ce n'est pas tenable. Et donc... pendant les Gilets jaunes, le gouvernement s'est beaucoup reposé sur les forces de l'ordre plutôt que de changer de ligne, puisque c'était ça la demande. Avec les retraites, c'est pareil. Il y a des mobilisations. Vous avez l'ensemble de la population qui demande en gros la prise en compte de la pénibilité, qu'il n'y ait pas de passage en force. Et la réponse, elle est uniquement policière. Ça ne peut pas tenir. Une question sur Ségolène Royal, puisqu'elle contre-attaque après l'annonce de l'enquête du parquet national financier sur ses fonctions d'ambassadrice des pôles. À gauche, certains parlent d'acharnement politique. Vous êtes d'accord ? L'acharnement politique, c'est celui de Ségolène Royal ? Non, du gouvernement qu'il a licencié. Écoutez, non, je plaisantais parce que... Est-ce que c'est vraiment une plaisanterie d'ailleurs ? Oui, non, en fait, écoutez, si elle est ambassadrice, elle a un devoir de réserve. Moi, je critique le préfet de police, je reviens dessus, qui a qualifié de parti contestataire les partis qui appelaient à participer à la manifestation, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Ce n'est pas le rôle du préfet. Le préfet, il sort du cadre républicain quand il prend une opinion politique. Donc, ce que je reproche au préfet de police de Paris, eh bien, je comprends qu'on puisse le reprocher à Ségolène Royal. Alors, c'est moins grave, c'est une position sur la retraite. Mais ce qui est reproché à Ségolène Royal, c'est qu'elle n'a pas travaillé. C'est que malheureusement, on parle des pôles. C'est pas rien. C'est là que le dérèglement climatique se fait le plus rapide. C'est dans les montagnes, dans les Alpes et puis dans les pôles. Donc, c'est pas une fonction qui vous permet de faire tribune et de voyager à l'œil. Donc, s'il y a 100 000 € de frais de déplacement et des collaborateurs qui ont été utilisés
non pas pour l'intérêt public, mais pour l'intérêt personnel, eh bien oui, ça mérite une enquête. Alors, elle est présumée innocente, évidemment, elle pourra répondre, et j'espère certainement qu'elle sera blanchie. Une question sur une autre personnalité politique, Marine Le Pen, qui s'est déclarée hier candidate à la présidentielle en 2022. Julien Bayou, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une revanche Marine Le Pen contre Emmanuel Macron au second tour de 2022 ? Alors j'espère surtout que Marine Le Pen, elle répondra à la justice, parce que, vous savez, son slogan c'était « tête haute et main propre », mais quand il s'agit de répondre devant la justice, d'assumer ses actes, d'avoir le courage d'aller voir le juge, là il n'y a plus personne. Vous parlez de l'affaire des assistants au Parlement européen. Absolument, absolument. Elle est accusée, et son mouvement est accusé, en fait, d'avoir détourné l'argent du contribuable français, parce que le budget européen, il est abondé par le contribuable français, en partie évidemment, et elle ne veut pas répondre de ses actes, et ça, je trouve que, de toute manière, c'est disqualifiant pour se présenter à la fonction suprême. Là où il y a un sujet, c'est que ces personnes pensent d'emblée à la présidentielle. L'enjeu, ce sont les municipales, c'est dans 2 mois. Et on a l'impression que pour elles, ce sont des courses d'obstacles ou des tremplins. Donc j'espère qu'on reviendra, j'imagine, sur les municipales. Bah oui, mais foncièrement, notre pays ne veut pas du match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et peut-être ce pays recherche une issue. Moi, je voudrais alerter sur le risque que Emmanuel Macron a gagné 2 tiers, 1 tiers au 2e tour. Gagné par défaut, évidemment, puisque des personnes comme moi ont voté pour lui pour éviter Marine Le Pen. À refaire le match retour, aujourd'hui, Emmanuel Macron pourrait perdre. Il a tellement trompé son monde sur l'environnement, sur la justice sociale, sur la démocratie, à écraser les corps intermédiaires, à promettre beaucoup sur le vert, sur les discours, sur la biodiversité, et ne rien faire, et sans parler de cette réforme des retraites injuste, qu'il pourrait tout à fait perdre. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a s'acharné à faire vivre ce match avec Marine Le Pen, parce qu'il l'utilise comme sparring partner, fait courir un risque majeur à nos institutions. Et donc nous avons la responsabilité écologiste de construire une alternative en rassemblant largement, parce que je suis convaincu qu'une présidence écolo gagne face à Marine Le Pen beaucoup plus largement qu'Emmanuel Macron, et fait bien sûr un meilleur travail qu'Emmanuel Macron. Mais c'est un travail qu'il faut construire patiemment. Le chemin est clair. Il y avait un ancien sénateur d'ailleurs qui disait la route est droite mais la pente est forte. C'est bien ça. Jean-Pierre Raffarin. Voilà, mais ça commence d'abord par les municipales. Et justement, on va en parler de ces élections municipales, puisque dans plusieurs grandes villes comme à Lyon, Bordeaux, Montpellier, Besançon, les écologistes virent en tête dans les sondages au premier tour. Votre objectif en 2020, c'est de conquérir plusieurs grandes villes ? Notre objectif, c'est de transformer les villes pour les préparer au dérèglement climatique, pour lutter contre le dérèglement climatique et pour améliorer le cadre de vie des gens. Donc bien sûr que ça permet de construire ce chemin dont je parlais vis-à-vis de 2022, mais l'enjeu, il est de changer les villes, améliorer le cadre de vie, mettre en place des îlots de fraîcheur pour éviter les canicules, améliorer les transports, améliorer le quotidien, voilà, rendre les villes plus belles, améliorer, remettre de la nature en ville, lutter contre les pollutions qui rendent les gamins malades et les personnes âgées asthmatiques. Voilà, améliorer pour ça, il faut gagner, comme vous l'avez fait à Grenoble aux dernières municipales. Quelle est votre stratégie des alliances ? Parce qu'elle n'est pas très claire d'une ville à l'autre. Elle est très claire. Elle est absolument claire. Nous soutenons les projets écologistes au municipal. Voilà, le projet est écologiste. Et donc, ce sont les groupes locaux, les villes, qui décident de leur stratégie et qui décident de la meilleure manière de faire progresser l'écologie. Et c'est ainsi qu'effectivement, il y a des configurations un peu variables. À Besançon, vous avez un large rassemblement qui fait que Anne Vigneault est en tête dans les intentions de vote, mais ça se perçoit aussi sur le terrain. Il y a une vraie dynamique, peut-être du fait que la rivière, le Doubs, est à sec très régulièrement, et je crois que ça a saisi les Bisontins et les Bisontines. À Rouen, vous avez les écologistes, derrière Jean-Michel Bérégovoy, également très haut. À Lyon, vous avez les écologistes avec Grégory Doucet ou Bruno Bernard. Les configurations sont différentes. C'est à chaque fois le point commun, le projet écologiste. Et justement, à Paris, Anne Hidalgo, un projet écologiste, du 100% vélo, pas de voiture dans Paris-Centre, des transports en commun gratuits pour les moins de 18 ans, finalement. Pourquoi pas une alliance avec Anne Hidalgo dès le premier tour à Paris ? Mais nous portons des propositions écologistes depuis maintenant 35 ans, et certaines sont enfin mises en œuvre.
Je pense à la piétonisation des voies sur berge, on le proposait depuis les années 80, ou le fait de réduire la vitesse sur le périphérique, le fait de rendre de la place aux piétons, au vélo par rapport à la voiture. Et l'ONU nous dit on a 10 ans pour agir. Donc nous n'avons pas envie d'attendre 35 ans qu'un responsable socialiste ou autre daigne les mettre en œuvre. Donc nous disons, si vous voulez de l'écologie, votez pour les écologistes. Dans le bilan d'Anne Hidalgo, il y a des choses qui vont dans le bon sens et qui ont été portées par les écologistes, David Béliard en tête. Mais il y a aussi beaucoup d'incohérences, de densifier la ville, de construire, d'abattre des arbres, de bétoniser des parcelles de pleine terre, de construire la tour triangle, tout ce mantra de l'attractivité où il faut toujours plus d'attractivité et de faire en sorte qu'en fait notre ville soit plus vivable. Vous savez, quand vous avez 70% des Parisiens, des Parisiennes, des cadres qui disent que si elles le pouvaient, elles quitteraient Paris, à un moment il faut s'interroger. La ville devient invivable et nous disons la ville sera verte. Inabordable économiquement surtout. Sans parler de la question du logement notamment. Du logement, tout à fait. Il y a quelques mois, quelques semaines, on disait Anne Hidalgo terminée, finie politiquement. Elle résiste mieux que prévu. C'est pas pour vous un obstacle un peu imprévu? Non, c'est une bonne chose. Vous savez, là peut s'engager, parce que pendant longtemps elle n'était pas candidate. Elle est candidate depuis une dizaine de jours, je crois, et donc enfin peut s'engager le projet. Tant qu'elle était maire, et tout le monde savait, c'était un secret de polichinelle qu'elle serait candidate, il y avait une sorte d'inégalité des armes. Aujourd'hui, David Béliard peut présenter son projet et on peut comparer. L'autre point, c'est que il faut constater à quel point En Marche est divisé et n'a pas de projet. En fait, je crois qu'ils ont un projet, c'est faire réélire Emmanuel Macron. Et dans l'attente, pour les villes, pour les habitantes, pour les habitants, il n'y a vraiment rien, puisque vous pouvez avoir deux candidats assez différents qui se proposent au suffrage, que ce soit à Paris ou à Biarritz. Une question sur Marseille maintenant, puisqu'il y a une liste Union de la gauche qui est à peu près à 15% dans les sondages, et puis une liste écologiste que vous soutenez avec Sébastien Barle, qui est également à peu près à 15%. Ça fait 30% au premier tour, si jamais ces deux listes s'allient. Pourquoi vous refusez cette union des deux listes, surtout que la liste Union de la gauche, je le rappelle, est menée par une écologiste, Michèle Rubirola? Alors déjà vous dites que 15 et 15 ça fait 30, c'est pas forcément toujours le cas. En général si, mais... ça dépend, des fois ça peut faire plus bien sûr d'ailleurs. Ce qu'il y a c'est que nous avons choisi de porter une liste écologiste autour et avec Sébastien Barle, en constatant que Gaudin, la gestion Gaudin, enfin la non-gestion Gaudin, provoque l'effondrement de la ville, effondrement physique, rue d'Aubagne, et puis effondrement moral, avec le clientélisme. Et l'idée, c'est pas l'alternance. L'idée, c'est pas de remplacer un mauvais gestionnaire de droite par un gestionnaire plus ou moins bon de gauche. Vous voyez, il faut un sursaut, il faut un plan Marshall carrément pour cette ville, en matière de transport. Il y a tellement de retard en matière de rénovation de l'habitat ou de l'habitat indigne. En matière de transport, c'est une des métropoles les plus en retard d'Europe. Et donc, ce sursaut, c'est l'écologiste. Voilà, c'est l'écologiste, c'est ce que nous proposons. Et pendant des mois et des mois, il y a eu des tractations dans les différents mouvements de gauche. Et puis finalement, ils ont décidé que leur priorité, ça serait l'écologie avec Michèle Rubirola. Et bien tant mieux. Nous disons avec Sébastien Barle, puisque maintenant vous choisissez l'écologie, on ne savait pas quelle était votre priorité. Puisque c'est l'écologie, eh bien rejoignez-nous, travaillons ensemble. Le Front National et les Insoumis ont aussi fait de Marseille une terre d'élection. Pour parler 2 minutes, enfin 30 secondes de Mélenchon en particulier, il vous tend la main, Jean-Luc Mélenchon. Les Insoumis ont envie de travailler avec vous. Est-ce que vous avez envie de travailler avec eux? Alors moi, je n'ai pas particulièrement constaté. Vous savez que ce sont les groupes locaux qui décident. Et il y a des fois où on travaille ensemble. Je pense notamment à Toulouse, où nous avons pleinement joué le jeu de l'archipel citoyen et la France insoumise également. Et c'est Antoine Maurice qui dirige cette coalition, ce rassemblement. C'est un peu un ovni politique. Hein. Et il y a assez peu d'endroits, je crois, où finalement il y a une alliance écolo France insoumise. Malheureusement, en 2017, la France insoumise a vraiment fait le pari de l'hégémonie, on va dire, à gauche. L'idée un peu de faire table rase. C'est vraiment dommage. Parce que je pense que ce que nous avons devant nous, le dérèglement climatique, l'injustice sociale crasse, les problèmes de démocratie, devraient nous rassembler.
On a besoin d'un sursaut à Marseille comme ailleurs, mais à Marseille vraiment en particulier. Et ce sursaut, c'est l'écologie. Alors, durant cette interview, nous donnons la parole à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, qui vont vous poser des questions. Et on va regarder ce qu'ils vous demandent. Alors, donc nous avons donc une question qui n'apparaît pas. Ah oui, c'est une question. Quelle est votre stratégie sur le développement de l'hydrogène, vecteur d'énergie pour les mobilités et le chauffage? Docteur F. Tétard, matricule 1620. Alors, sur l'hydrogène, écoutez, nous, on est globalement sur l'idée de réduire la place de la voiture. Et pour rien vous cacher, parmi les contempteurs, ceux qui sont vraiment archi-fans de l'hydrogène, il y a une partie de gens qui disent c'est parfait, ça va nous permettre que tout reste tel quel. Et donc, ça marche aussi sur les bus, hein, l'hydrogène. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour fabriquer l'hydrogène, c'est à partir de gaz, et donc ça émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a des techniques à partir de l'eau, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Et l'hydrogène n'est pas encore tout à fait au point. Donc, qu'on investisse beaucoup d'argent dans la recherche et développement, oui. Évidemment, il faut des économies d'échelle au niveau mondial. Et puis, on a besoin de recherche et développement, sortir de la dépendance aux fossiles, et donc principalement au pétrole. Donc l'hydrogène peut être une piste. Mais attention à ne pas dire « youpi, c'est super, on peut continuer tel quel ». On a vraiment besoin, face à ce dérèglement climatique, de changer radicalement notre rapport au monde. Typiquement, les centres commerciaux sont des vecteurs d'éloignement, donc de dépendance à la voiture, des vecteurs de bétonisation, donc les inondations sont plus dangereuses, on l'a vu récemment dans le Var. Vous voyez, et ils suppriment des emplois dans le petit commerce. Donc il s'agit plutôt de rapprocher domicile, travail et courses et loisirs, plutôt que de dire on a peut-être une solution avec l'hydrogène pour continuer tel quel. Merci beaucoup Julien Bayou d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Et lundi, à votre place, eh bien, ce sera Nicolas Bay, l'eurodéputé du Rassemblement national. Et puis n'hésitez pas à lui poser vos questions par écrit ou en vidéo. Par écrit, eh bien, à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, bonjourchez-vous@publicsena.fr. C'est l'heure du Club des Territoires avec notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Et avant de retrouver notre bande de journalistes, on va parler de nos reportages cette semaine en région, car l'actualité, ça se passe chez vous. Alors cette semaine, les reporters de Public Sénat étaient dans les Vosges et ils s'intéressaient notamment à l'économie du tourisme hivernal, également aux conséquences du changement climatique sur les stations de ski. J'accueille ce matin Alizé Boissin. Vous étiez toute la semaine dans les Vosges. Alors il y a le problème du changement climatique sur les stations, mais il y a aussi d'autres problèmes. Et oui, l'autre grand problème rencontré par les acteurs du tourisme, c'est le découpage des zones scolaires. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Vous le savez, en France, les périodes de vacances sont séparées en différentes régions, en 3 zones distinctes, A, B ou C, ce qui permet tout simplement de fluidifier les allers-retours des vacanciers. Mais dans la région Grand Est, ça pose problème. D'abord, depuis la fusion des régions, les académies sont plus grandes. Ça veut dire qu'il y a plus d'élèves qui sont en vacances au même moment. Mais surtout, les élèves du Grand Est sont en vacances au même moment que ceux des Hauts-de-France, mais aussi que les Belges. Bref, ça fait vraiment beaucoup de monde qui vient skier au mois de février dans le massif des Vosges. Et ça, c'est pas toujours évident à gérer pour les acteurs du tourisme. Écoutez par exemple Michael Barthelmé, qui est directeur de la station du Lac Blanc. On a concentré sur 15 jours ou 3 semaines tous ces flux. Donc pour nous, ça nous pose des problèmes de capacité d'accueil. On n'est pas dimensionné pour supporter tout cet afflux massif de pratiquants. Donc tout l'enjeu pour nous réside dans une question, est-ce qu'on se dimensionne pour 3 semaines avec les problématiques que ça peut engendrer en matière environnementale ? Donc c'est un problème économique, environnemental, mais ça soulève aussi un problème de sécurité. C'est ce que soulève par exemple la maire de La Bresse, qui accueille la plus grande station de la région. On l'écoute. Ah, non.
Alors que le sonore ne part pas, voilà, petit problème technique. Donc c'est un problème de sécurité, hein, c'est ce que soulève la maire de la Bresse, c'est ce qu'elle nous a confié. Beaucoup de voitures, même si on fait des bus pour que les gens ne montent pas tous à la station, mais prennent bien les bus, donc des navettes de ski. Il y a beaucoup trop de monde sur l'axe qui emmène à la station, et c'est vraiment problématique. Et s'il devait y avoir un problème un jour, avec la sécurité, c'est pas évident. Et alors, est-ce que ces zones vont pouvoir être modifiées? Alors, pour février, c'est déjà trop tard, hein. Ces zones sont calées tous les 3 ans et ce calendrier ne devrait pas changer jusqu'à 2021 au moins. Mais les élus ne perdent pas espoir. Et par exemple, nous avons contacté le sénateur des Vosges, Daniel Grémillet, qui s'est emparé de la question en posant une question écrite d'abord au gouvernement il y a 6 mois. Et il nous l'a assuré, il ne lâche pas l'affaire. Cette semaine, il devrait poser une question orale au ministère de l'Éducation nationale, histoire peut-être de changer la donne. Merci beaucoup Alizé, et je précise que la semaine prochaine, les reporters de Public Sénat seront dans le département du Rhône pour parler des élections municipales, de la campagne municipale dans la région lyonnaise. C'est maintenant l'heure du Club des Territoires avec notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, et on va notamment parler de la campagne des municipales à Marseille avec un sondage exclusif Ipsos qui place les LR et le Rassemblement national en tête. Regardez. Guerre de succession, candidatures multiples et dissidences, le cocktail électoral marseillais laisse peu de place aux certitudes. D'après un sondage réalisé en janvier, le premier tour des municipales s'annonce plus que serré. Si la droite arrive en tête avec les 23% promis à Martine Vassal, elle est suivie de très près par le Rassemblement national crédité de 22% des intentions de vote. Arrive ensuite la gauche dont la première des listes culmine à 16%. Impossible donc de dégager un scénario fiable pour le second tour. Une course très ouverte qui s'explique d'abord par la succession difficile de Jean-Claude Gaudin. Après 24 ans à la mairie de Marseille, il a officiellement désigné sa successeur. Je souhaite que Mme Vassal, qui est déjà la première vice-présidente, soit candidate. Et tout naturellement, bien entendu, je lui apporte mon appui. Un choix jamais digéré par le sénateur Bruno Gilles. Le patron de la Fédération LR des Bouches-du-Rhône a décidé de se lancer contre elle en candidat libre. S'il arrive loin derrière sa rivale avec seulement 7% des intentions de vote, il prive Martine Vassal de l'avance confortable qui profite normalement à l'équipe sortante. À gauche, la multiplication des candidatures ne laisse aucune liste réellement favorite. L'alliance PS communiste et France Insoumise, conduite par Michel Rubirola, peut prétendre à 16% des voix, suivie de près par les écologistes. Enfin, la liste d'hiver gauche de la sénatrice Samia Ghali est créditée de 7%. Trop dispersées pour emporter le premier tour, les forces de gauche peuvent peser sur le second si elles se rassemblent. Celui qui profite des divisions de la gauche et de la droite, c'est Stéphane Ravier, le candidat du Rassemblement national. Il est crédité de 22% des intentions de vote. L'extrême droite est de nouveau en mesure de remporter plusieurs arrondissements de la ville et mise pour cela sur une campagne très sécuritaire. Protéger les Marseillais de toutes les insécurités, l'insécurité physique, l'insécurité sociale, économique, communautaire et identitaire. Contrairement à l'extrême droite, La République En Marche ne réussit pas pour l'instant à tirer profit des divisions. Yvon Berland, le candidat du parti présidentiel, pourrait bien ne pas atteindre les 10% des voix, loin derrière les 20% obtenus par Emmanuel Macron dans la ville à la présidentielle 2017. Et c'est parti pour le Club des Territoires avec notre bande de journalistes. Et dans la bande ce matin, il y a Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour. Guillaume Doyen, directeur des rédactions de la Gazette des Communes. Bonjour Guillaume. Bonjour. César Armand, journaliste à La Tribune. Bonjour César. Bonjour Alexandre. Et puis évidemment, Quentin Calmet, le journaliste parlementaire de Public Sénat. Rebonjour Quentin. Bonjour Alexandre. Alors on l'a vu dans le sujet de Samia Déchir à Marseille, on se profile vers un duel. Les Républicains, le Rassemblement national. Est-ce que ça vous étonne, Arnaud ? Pas vraiment. Ceci dit, on voit que c'est une élection qui sera quand même compliquée. Il y a deux choses importantes. La première chose, c'est qu'en effet, finalement, la candidate républicaine vire en tête, ce qui est quand même
pas très surprenant. Ce qui est non plus pas très surprenant, c'est que le Rassemblement national soit à ce niveau, dans une ville où de toute façon le Rassemblement national obtient des scores toujours très importants. Et quand on regarde pour l'instant les intentions de vote qui concernent M. Ravier, elles sont à peu près équivalentes au score que le Front national à l'époque avait fait en 2014. Et il y a une gauche qui est inévitablement morcelée. Et donc le morcellement de la gauche profite, j'allais dire, presque mécaniquement à la droite. L'autre aspect important, c'est quelque part l'alerte que cela signifie concernant l'implantation électorale de La République En Marche. C'est-à-dire que la marque En Marche, qui est quand même la marque majoritaire, atteint juste 8% dans une grande métropole. Et n'oublions pas que les grandes métropoles sont en règle générale plutôt favorables à la République En Marche. Donc il y a là quand même quelque chose, un premier enseignement à tirer, sachant qu'en plus c'est un mode de scrutin très spécifique. C'est que c'est une élection, si je puis dire, à 2 étages, puisque ensuite la désignation du maire se fera secteur par secteur. Donc si vous voulez, le sondage est intéressant en soi, il nous dit quelque chose sur les rapports de force, mais pour l'instant, tout cela reste quand même encore très incertain. Et justement, finalement, cette élection municipale, elle s'annonce compliquée pour La République En Marche, César. Oui, c'est vrai, c'est surprenant de voir Yvon Berland à 8% des sondés, sachant que, oui, comme l'a rappelé Arnaud, La République En Marche réalise plutôt des bons scores dans les grandes villes et métropoles. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé dans le sondage, c'est que le logement n'est pas une préoccupation prioritaire des Marseillais, alors qu'on est quand même plus d'1 an après l'accident rue d'Aubagne, enfin l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne. Et il y a toujours des milliers de personnes qui ne sont pas relogées. Il y a l'adjointe de Jean-Claude Gaudin qui a démissionné parce que la charte entre l'État et la ville n'a pas été respectée pour reloger les gens. Et la première préoccupation, c'est la propreté et la sécurité. Et justement, Guillaume Doyen, ces préoccupations, sécurité, propreté, environnement à Marseille, comment vous les analysez ? D'abord, elles se retrouvent dans le sondage. Quand même, tout seuls, les Verts sont assez hauts. Je pense qu'ils font pas mal de dégâts à gauche, si j'ose dire, à cause de leur puissance intrinsèque. Je pense qu'ils sont allés chercher des voix aussi à La République En Marche et également chez Madame Vassal. Donc malgré tout, il y a un enseignement de ce scrutin, c'est qu'en allant tout seul à Marseille, je crois qu'ils sont 12-13 par là, etc., ils sont quand même très hauts et ça reflète quand même des revendications qui n'existaient pas auparavant à Marseille. Deuxièmement, Madame Vassal, quand même, je suis allé regarder les résultats du premier tour dans ce sondage-là, elle baisse beaucoup par rapport, enfin LR baisse beaucoup par rapport à l'élection précédente. Et c'est aussi le reflet de ce dont vous avez parlé, c'est cette catastrophe qui a quand même fait 8 morts et mis à la rue un certain nombre de personnes. Elle n'est pas comptable non plus du bilan de Jean-Claude Gaudin. Elle était présidente de la métropole et présidente du département avant d'être candidate. Oui, et donc justement dans ce sondage qui est retrouvé aujourd'hui dans la Provence, on avait Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts tout à l'heure. Les écologistes veulent vraiment faire cavalier seul, pas d'union avec la liste de gauche. Comment vous expliquez cette stratégie, Arnaud Benedetti ? Ils veulent se compter tout simplement après la bonne dynamique des européennes. Et on sait qu'en règle générale, il y a 2 scrutins qui sont à peu près favorables et propices aux écologistes. C'est le scrutin européen et c'est le scrutin municipal. Donc là, en l'occurrence, ils comprennent bien que de toute façon, à gauche, il y a un nouveau rapport de force qui est en train de se dessiner et le fait de partir seul sous leur bannière leur permet vraisemblablement d'obéir à une stratégie qui vise tout simplement à imposer un rapport de force aux autres forces de gauche. Et je crois que là-dessus, c'est clair, les municipales constituent pour les écologistes un levier pour finalement montrer qu'ils deviennent aujourd'hui un axe central en ce qui concerne une gauche qui essaye de se reconstruire avec difficulté. Mais par contre, ce qui est aussi quand même intéressant, parce que je rebondis sur ce que disait Guillaume, c'est vrai que le score de Madame Vassal à 23% est en deçà de celui de Jean-Claude Gaudin en 2014, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une candidature qui est la candidature de Bruno Gilles de 8%, qui vient bien évidemment handicaper pour l'instant les intentions de vote qui se portent autour de Madame Vassal. Alors on l'a vu, le Rassemblement national est très haut dans ce sondage à Marseille. Guillaume Doyen, qu'est-ce que peut espérer dans les communes de France le Rassemblement national dans cette élection ?
Il peut espérer décrocher un certain nombre de villes d'importance. Il peut viser Perpignan, par exemple. Ce serait un choc, une ville de cette taille. Il peut en espérer d'autres. Il peut finalement avoir ce coup-ci une implantation locale réelle et puissante. Tenir les leviers de grandes municipalités. Alors, au-delà de Perpignan, j'y crois pas trop, si vous voulez, mais je pense qu'il y a deux partis qui vont jouer leurs cartes et qui vont sans doute réussir. Il y a RN et les Verts qui vont faire de très belles percées et ça va peut-être même modifier complètement le paysage institutionnel local. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu national dans cette élection municipale? On voit qu'hier, Marine Le Pen elle s'est déclarée à la présidentielle en 2022. Ce calendrier, il n'est pas anodin, César. Oui, enfin, depuis le début du quinquennat, le président de la République lui-même joue le match retour avec Marine Le Pen. Donc elle se déclare dans les municipales. Je ne sais pas, on dit souvent quand même que les élections municipales sont sur les enjeux locaux. Après, est-ce que c'est une manière aussi de dire n'oubliez pas le RN lors des résultats finaux le 22 mars, vu que le ministère de l'Intérieur a décidé, comme vous le savez, de présenter que les résultats dans les grandes villes, supérieures à 9000 habitants. Peut-être que c'est ça, sa stratégie de dire, voilà, selon... exister sur le terrain médiatique. Oui, voilà, exister dans les médias. On va regarder la une de La Provence aujourd'hui, un match serré entre notamment Martine Vassal pour les LR et Stéphane Ravier pour le Rassemblement national. Alors, enjeu peut-être national dans ces élections, en tout cas enjeu local, commune par commune, puisque le bilan du maire est crucial dans ces élections municipales. On va regarder un reportage de TV Tour, notamment sur une commune très endettée, la commune de Montoire. Regardez. Montoire, son festival, sa gare historique et sa dette. Plus de 2000 € par habitant, 3 fois plus que la moyenne nationale pour des communes identiques. Sur le marché, cette habitante résume les inquiétudes de certains montoiriens pour l'avenir. On se demande si on va arriver à rectifier ce tir qui nous a endettés énormément. Bon, on a fait une belle place, d'accord, mais si vous voulez, c'était peut-être un peu trop cher pour nous. La dette, l'un des gros chantiers du maire. Pour son premier mandat, Guy Moyer a renégocié un emprunt toxique. Il plombait les finances de la ville. À la clé, un taux d'intérêt raisonnable et une aide de l'État jusqu'en 2028. Une action que le maire met en avant dans son bilan. L'important était de savoir à quoi s'en tenir. Ça a été tout l'objet de la négociation. Ça n'a pas été une mince affaire. Ça a duré un an et demi. Il a fallu aller jusqu'à Paris. Ça nous a quand même permis par la suite d'avoir des investissements, de lancer des investissements que nous n'aurions pas pu face à l'inconnu. Parmi ces investissements, la rénovation de la place Clémenceau. Nouvel emprunt pour la commune, près d'1 million d'euros. Une réhabilitation qu'il fallait faire, estime l'adversaire de Guy Moyer aux prochaines municipales, mais pas à ce prix. Compte tenu de la situation économique de notre ville, il fallait, à mon sens, faire des travaux à moindre coût. Entre l'augmentation de la fiscalité qui a lieu il y a quelques années, l'endettement qui a du coup encore augmenté, les marges de manœuvre sont vraiment très faibles. Alors, quelle marge de manœuvre, justement, pour les candidats? Quel programme dans ce contexte? À Montoire, le futur maire sera d'abord un gestionnaire. Évidemment, on est un peu frustré à ce niveau-là. On ne fait pas tout ce que l'on aimerait faire. Mais l'accent est tout de même, comme je l'ai dit déjà, l'éclairage, la partie voirie. Il y a vraiment des voiries, quelques bâtiments. On ne peut pas vendre de rêve, il y a une réalité qui est là. Essayer d'enrayer ce facteur d'endettement pour, au mieux à moyen terme, retrouver une capacité d'investissement. Preuve sans doute des difficultés qui attendent le futur maire. Pour l'instant, seuls Arnaud Tafilet et Guy Moyer sont officiellement candidats à Montoire. Guillaume Doyen, après ce sujet de TV Tour, on peut se demander si les finances des communes peuvent être un thème important dans cette campagne. Oui, elles le sont. Alors l'endettement, il peut l'être, mais c'est plutôt les conséquences de l'endettement qui est important pour le citoyen. C'est est-ce que ça va entraîner sur ma feuille d'impôt une hausse Parce que finalement, vous pouvez être très endetté, vous êtes endetté très rapidement. Si vous avez des biens à vendre, le maire peut très bien être un très bon gestionnaire, avoir investi beaucoup et puis savoir qu'en 5 ans, le problème sera réglé. Là, ils sont dans une situation difficile liée à la souscription il y a quelques années d'un emprunt dit toxique. C'est plutôt les conséquences de l'endettement qui vont jouer sur le
vote citoyen. Et alors, globalement, en France, comment vont les finances des communes ? Super bien. C'est-à-dire la situation est tout à fait excellente. Vous avez un taux d'épargne qui ne cesse d'augmenter. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elles devraient investir cet argent. Elles sont pas là pour thésauriser. Mais malgré tout, les finances communales vont bien. Et si elles vont bien, c'est aussi parce qu'elles font attention à l'avenir. Elles ne savent pas trop bien à quelle sauce elles seront mangées. Et elles ont raison au regard des années qui ont précédé. Alors, on va continuer à parler de ces élections municipales et on va se rendre dans une télévision locale aujourd'hui, direction Rennes, chez nos confrères de TVR. Et on retrouve Stéphane Beignet, directeur de l'information à TVR. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Stéphane, aujourd'hui, il y a un grand débat des élections municipales à Rennes, un débat qui sera d'ailleurs diffusé sur Public Sénat en partenariat avec TVR et Ouest France. Comment va se dérouler ce débat ? Alors c'est un débat qui va se dérouler depuis l'espace Ouest France à Rennes, débat d'1h30 avec les 6 principaux candidats dans une élection toujours très attendue. Vous l'avez évoqué nationalement, il y aura bien évidemment l'après-élection européenne et sur ce débat, bien évidemment, nous parlerons de la place de cette 11e ville de France, forte de 220 000 habitants. L'agglomération est un peu plus importante. 43 communes, 460 000 habitants, et puis d'une très forte attractivité parce que uniquement la ville de Rennes gagne 2000 habitants. Alors cette ville est tenue depuis 1977 par le Parti socialiste. Nathalie Appéré, qui en est la maire, va briguer un 2e mandat et il y aura bien évidemment face à elle des candidats, principalement EELV avec Mathieu Teurier qui fait partie de cette mandature, qui fait équipe avec le Parti socialiste, mais fort de ses résultats aux européennes, eh bien les écologistes ont vraiment souhaité y aller seuls. Il y aura Carole Gandon, la représentante de La République En Marche. Charles Compagnon, lui, a fédéré autour du MoDem, mais également des Républicains. Et Nora Le Pape, qui était candidate aux dernières législatives, sera la représentante de la France insoumise. Et puis Aymeric Salmon, lui, portera les couleurs du Rassemblement national. Voilà les principales forces en présence pour cette élection municipale à Rennes. Alors, donc ça, c'est pour les candidats, les forces en présence. Quels sont les thèmes importants dans cette campagne à Rennes ? Alors, il y a un thème, bien évidemment, l'empreinte environnementale. Cette thématique, on va la retrouver chez l'ensemble des candidats parmi les 4 grands thèmes majeurs. Le premier thème, et c'est une première dans la capitale bretonne, c'est la mobilité et les transports. Depuis les dernières municipales, eh bien, cette rocade de Rennes est saturée le matin, fortement saturée dès 16h30, 17h selon les jours. Et aujourd'hui, eh bien, l'ensemble des candidats vont essayer de proposer des solutions alternatives. Alors on sait que Rennes possède une ligne de métro, la deuxième, la ligne B, sera inaugurée en décembre prochain, ce qui devrait quand même permettre avec cette deuxième ligne de retirer 50 000 voitures au quotidien. Mais il y a différentes options. Pour la maire Nathalie Appéré, eh bien on veut mettre des trambus, c'est-à-dire faire sortir ces 2 lignes de métro de la rocade en y mettant eh bien, un peu des TCSP, des transports en site propre et ces fameux trambus. D'autres candidats comme La République En Marche parlent d'un RER métropolitain. Il y a également un 360. Tous les candidats ont envie de se pencher évidemment sur cette question. Et puis il y a la place du vélo dans la ville, là aussi très importante, le nombre de parkings relais. Voilà, ça c'est la thématique principale pour cette élection. Deuxième thématique, le logement et l'urbanisme. Certains demandent un moratoire pour éviter eh bien, la verticalité, les tours hautes. Ça c'est vraiment la deuxième empreinte parce que, je vous l'ai dit, Rennes accueille évidemment beaucoup de nouveaux résidents chaque année. Le troisième point, bien évidemment, un peu comme dans la plupart des villes, la sécurité
et la propreté. Faut-il doubler, renforcer la police municipale, mettre des brigades de nuit? Voilà un peu ce que l'ensemble des principaux candidats proposent pour cette élection. Et puis, la dernière thématique, c'est bien évidemment l'emploi. On ne l'oublie pas, l'emploi qui, il y a 1, 2 mandatures, 3 mandatures, était la priorité des priorités. Aujourd'hui, eh bien, c'est davantage les transports qui attirent l'attention. Mais sur la problématique de l'emploi, on est proche du plein emploi à Rennes. Et puis, on parlera aussi beaucoup rayonnement d'une capitale régionale qui s'est rapprochée de Paris avec la LGV, 1h25. Et puis, comment Rennes va jouer au niveau européen. Voilà les 4 grandes thématiques qu'on aura grand plaisir à vous proposer ce midi. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle que ce débat des élections municipales à Rennes est à suivre sur Public Sénat à 12h30, animé par Oriane Mancini en partenariat avec TVR et Ouest France. On va maintenant passer au second thème de ce club de territoire, la réforme des retraites, puisqu'il y avait une nouvelle journée de mobilisation hier à Paris et dans toute la France. Et puis on va parler des conditions d'examen de cette réforme des retraites qui va arriver bientôt au Parlement. Avec vous, Quentin Calmet, on va en parler, puisque les sénateurs sont mécontents sur le traitement dont ils font l'objet. C'est la revue des tweets de Quentin Calmet. Alors Quentin, les sénateurs et notamment la droite du Sénat a dénoncé ce traitement du Parlement dans cette réforme des retraites. Tout à fait, la droite a dénoncé les conditions d'examen du texte, mais on va commencer quand même par les habituelles photos dans les cortèges. Et là, ce sont les photos beaucoup des sénateurs de gauche, Alexandre. Regardez par exemple Martine Filleul qui a tweeté, qui est sénatrice PS du Nord, qui a tweeté ces photos à côté de manifestants de Force ouvrière. Le PS qui demande le retrait du texte de la réforme des retraites, tout comme les communistes. Regardez Fabien Gay, il n'y avait pas de message dans son tweet, une simple photo, vous savez, de ce militant Voltuan qui a souvent cette pancarte qu'on voit beaucoup sur les images. Il y a exactement uniquement cette photo, le retrait est impératif. On a aussi vu le message de Pierre Laurent pour les communistes. Alors je ne vais pas vous le lire en chantant, mais on aurait pu. Mais donc dans Paris, en manif, on dépasse les voitures, etc. On peut chanter. Et je crois que César Armand aussi la connaît, il était d'accord pour la chanter tout à l'heure. Mais bon, plus sérieusement, on a vu également le message de Patrick Kanner qui effectivement dénonce les conditions d'examen de la réforme des retraites au Parlement dans une vidéo qui a été filmée vraiment dans le cortège de la manif. Il explique que ces conditions, elles se font dans une forme de déni, je cite, du poids et du rôle du Parlement, car la conférence de financement aura lieu en même temps que l'examen en première lecture du texte. Patrick Kanner, il dit cela, nous le dénoncerons avec beaucoup de force, d'abord à l'Assemblée et ensuite au Sénat. Alors à gauche, les sénateurs ne sont pas contents, à droite également. Voilà, il y a d'énormes divergences sur le fond entre la droite et la gauche sur cette réforme des retraites. On sent que la droite et les centristes, ils sont favorables à la suppression des régimes spéciaux. Mais cette question d'un vote sur un texte à trous, ça, elle indigne sur de nombreux bancs, que ce soit sur la droite ou sur la gauche. Regardez ce qu'a écrit Philippe Dallier, le vice-président LR du Sénat. Il a dit: les parlementaires vont-ils accepter de discuter en première lecture sur la réforme des retraites alors que la conférence de financement rendra ses conclusions après? Trop, c'est trop, point d'exclamation. Et donc on le voit, il pourrait y avoir comme cela une forme de contestation des conditions d'examen du texte. Et donc après le front syndical, un front parlementaire pourrait s'ouvrir cette réforme des retraites. Un dernier message quand même pour mentionner le fait que les sénateurs ont aussi demandé à la RATP, à la SNCF et aux salariés qui sont en grève d'arrêter ce mouvement. Regardez par exemple Laurent Lafont, il a dit, il a parlé du jusqu'au boutisme de certains grévistes à la RATP et à la SNCF. Et avec cette expression qui revient souvent, le sentiment d'être pris en otage. Mais donc on le voit, les sénateurs, ils préparent un débat âpre au Parlement sur cette réforme. Et oui, on va avoir du travail ici au Sénat. Merci beaucoup, Quentin. Arnaud Benedetti, est-ce qu'on se dirige vers une bataille parlementaire sur cette réforme des retraites? Ah oui, vraisemblablement, parce que de toute façon, finalement, la majorité sénatoriale est conforme à ce que avait proposé Gérard Larcher il y a maintenant une semaine, c'est-à-dire, in fine, un report du texte après la conférence de financement, ce qui apparaît d'ailleurs
sur le plan, j'allais dire, de la cohérence intellectuelle, assez logique. C'est très difficile, en effet, de discuter d'un texte tant qu'on ne connaît pas, in fine, les prérequis de financement. Donc il y a quelque part une logique implacable dans l'argumentaire de la droite sénatoriale. Il y aura vraisemblablement une bataille parlementaire, et il y aura une bataille parlementaire à l'Assemblée nationale, parce que non seulement l'opposition, bien évidemment, va jouer son rôle, à la fois de gauche et de droite, mais il y aura aussi, on peut imaginer, du côté de la majorité, des parlementaires de La République En Marche, qui appartiennent plutôt au centre-gauche de La République En Marche, qui veulent quand même un infléchissement de ce texte. Donc il y a aussi une inquiétude de la part de l'exécutif de voir finalement son texte mis en difficulté, y compris à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien que ce sujet aujourd'hui est un sujet qui quand même clive la société, mais il clive politiquement aussi très fortement à l'intérieur même de la majorité. Guillaume Doyen, est-ce que La République En Marche peut être divisée dans l'examen parlementaire de cette réforme des retraites ? Oui, elle peut être divisée, elle l'est déjà. Bon, sur les marges de la gauche de La République En Marche, on en entend déjà parler. Et quant aux Républicains, ce qu'il en reste, ils sont piégés. Depuis combien d'années ils rêvent de réformer les régimes spéciaux, de réformer les retraites, en passant un coup de rabot par-ci par-là. Et finalement, ils auront bon protester. Vous avez raison, parce que voter sur un texte qui n'est pas un texte à trous, c'est pas évident. Mais malgré tout, ça va dans le sens de ce qu'ils ont toujours prôné. Et oui, César, en fait, cette réforme des retraites, c'est une réforme de droite ? En tout cas, à Matignon, le conseiller social du Premier ministre a été DIRCAB adjoint de Xavier Bertrand à l'époque. Donc, on peut dire que l'inspiration... Quentin ? Oui, juste pour revenir aussi sur ce que disait Arnaud, c'est que le président du Sénat, il dit aussi, on vote sur une réforme qui concerne 14% du PIB. Comment est-ce qu'on peut accepter de voter une réforme sur des tels enjeux en termes de finances publiques sans avoir des chiffrages qui soient complets dès le départ ? Et oui, pas d'étude d'impact. Un mot sur la journée de mobilisation d'hier, nouvelle journée de mobilisation. 187 000 personnes ont manifesté hier en France, c'est beaucoup moins que les semaines précédentes. Est-ce que le mouvement s'essouffle, César ? Je repense à chaque fois à cette phrase de François Fillon qui s'est réveillé devant la télévision suisse, qui disait « Le jour où ils en mettront des millions, on en reparlera ». D'accord. Est-ce que cet essoufflement, c'est dû notamment à la décision d'Édouard Philippe de retirer provisoirement cet âge pivot ? Arnaud ? Non, parce que le plus fort de la mobilisation le 5 décembre dernier était lié finalement à la mobilisation des syndicats qui étaient résolument hostiles à la réforme et qui demandaient son retrait. Les gros bataillons de la CFDT et les gros bataillons des réformistes n'ont pas constitué le gros des manifestants. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement qui est normal. Après 40 jours de mobilisation, un mouvement tend naturellement à un moment donné à perdre de sa puissance. Mais ce qui est important, c'est pas tant la mobilisation sur le terrain, c'est quand même, encore une fois, l'évolution de l'opinion publique. Et pour l'instant, l'opinion publique, quand on regarde sondage après sondage, reste plutôt favorable au mouvement, même si elle est favorable, et c'est un des paradoxes de l'opinion, et les logiques d'opinion parfois sont contradictoires, elle est favorable à la fin des régimes spéciaux. Mais en l'occurrence, le mouvement social reste encore extrêmement soutenu par l'opinion publique, et ça, c'est en tout cas une donnée structurelle qui est importante pour l'exécutif. Alors, est-ce que les cheminots, c'est vrai qu'ils dans leur grève commencent un peu à s'essouffler. Est-ce qu'ils peuvent être relayés par d'autres catégories ? On parle des avocats, des dockers dans les ports. Guillaume ? Non, je ne pense pas. La société ne s'est pas jetée à corps perdu dans la grève. En 1995, malgré tout, le mouvement de grève avait touché bien d'autres catégories de population. Là, c'est le problème, c'est que ça reste restreint à quand même quelques corps de métier, à quelques entreprises, et à l'intérieur de ces entreprises, à une petite fraction parfois. Donc il est normal que le mouvement s'essouffle. Cette fraction-là ne peut pas porter très longtemps un mouvement social et perdre du salaire très longtemps. César, c'est une grève un peu corporatiste, selon vous ? Je ne sais pas s'il faut utiliser le terme de corporatiste. Toujours est-il, oui, que c'est certaines professions qui se mobilisent plus que d'autres, notamment les avocats, parce qu'on va toucher à leur garde-manger qu'ils avaient accumulé de côté. On a vu ces médecins aussi démissionner de la fonction d'encadrement. Voilà, on a vu des images spectaculaires, des jets de robes, des jets de blouse, voilà.
Mais les gens ne se sentent pas forcément concernés et doivent aller travailler pour payer leurs charges à la fin du mois. Et oui, et puis notamment face aux avocats, eh bien, le gouvernement lâche du lest puisqu'ils vont conserver au final leur régime autonome. Est-ce que c'est encore une réforme pour un régime universel de retraite, Arnaud ? Écoutez, c'est bien le souci, c'est qu'on voit bien que l'universalisation en tant que telle a un peu de plomb dans l'aile. Et vous voyez bien que d'ailleurs, l'opposition républicaine s'est engouffrée d'une certaine manière dans ce jeu qui est ouvert par l'exécutif. Aujourd'hui, le vrai problème finalement, c'est la réforme ira à son terme vraisemblablement. Alors, sous quelle forme, on verra. Le problème, c'est ensuite les conséquences politiques de la réforme. Comment ça va peser politiquement pour la suite et comment, finalement, les effets politiques vont se faire sentir ou pas pour la majorité actuellement au pouvoir. Et justement, si le gouvernement lâche trop de lest dans cette réforme des retraites, est-ce qu'Emmanuel Macron peut perdre sa popularité auprès de l'électorat de droite, Guillaume ? Je pense. Parce que c'est ça aussi l'enjeu de cette réforme. Je ne pense pas qu'il va perdre sa popularité auprès de l'électorat de droite. Je pense qu'il va obtenir sa réforme avec tous les aménagements que vous avez mentionnés. Mais ce qui laissera des traces durables, c'est d'être passé en force sur un sujet dont vous avez dit qu'il concerne 40% du PIB. C'est vrai, 14% du PIB. Et chaque année, on verse 300 milliards de retraites ou 320 milliards de retraites. Et de passer en force dans les conditions qu'on connaît, à mon avis, ça laissera des traces. Peut-être beaucoup plus à gauche qu'à droite. Allez, on va regarder ce qu'il y a à la une des quotidiens de la presse régionale. C'est la revue de presse avec vous, Quentin Calmet. Et on va commencer, Alexandre, avec le courrier Picard. Et vous allez le voir, Mélenchon en renfort à Amiens, le leader de la France insoumise qui est venu soutenir les opposants à la réforme des retraites, avec le député de la Somme. Vous le voyez, il est un petit peu caché là par l'objectif de la caméra, mais il est bien là, François Ruffin. Donc devant la gare, ils ont assisté à l'Assemblée générale des cheminots qui ont reconduit la grève pour un 43e jour. Et je vais vous lire cette citation de Jean-Luc Mélenchon. « Nous ne rêvons pas d'être milliardaires, nous rêvons de vivre heureux avec les nôtres. Et cette lutte n'a pas d'autre sens, a dit Jean-Luc Mélenchon. » Alors, à la une de la Nouvelle République. Eh bien, on le voit, il y a également la rue qui reste mobilisée à Tours, qui est au centre de cette une. Mais la Nouvelle République qui revient également sur cette baisse du taux du livret A avec ce titre « Bas de laine, le livret A pas épargné ». On l'a vu hier, cette annonce d'un taux qui va atteindre son niveau plancher de 0,5%. Et avec, donc ça c'est prévu par la nouvelle forme du calcul prévu par le ministre de l'économie. L'objectif est de stimuler le financement des politiques publiques et d'inciter les Français à diversifier leurs placements, a dit Bruno Le Maire. On enchaîne avec le Midi Libre. Exactement, regardez la une du Midi Libre. On parlait effectivement de ce sondage à Marseille. Eh bien, il y a ce sondage à Montpellier à la une du Midi Libre. Et on le voit, la candidate ELV Clotilde Ollier qui est donnée gagnante, nous dit le Midi Libre. Elle l'emporterait dans tous les cas de figure selon ce sondage. Alors, elle est en tête au premier tour et elle est toujours au coude à coude avec Philippe Sorel, nous dit l'article. Et donc gagnante dans les 3 hypothèses testées au second tour. À la une du Maine Libre, eh bien, les soutiens de François Fillon qui sont outrés par les attaques. Exactement. Et là, on le voit, c'est la riposte qui s'organise à Sablé-sur-Sarthe. Il y a un sénateur, le sénateur Les Républicains du département, Louis-Jean de Nicolaï, qui a répondu à des propos de Jean-Louis Debré tenus dans Apocalypse Now. Vous savez, c'est ce livre qui sort de Gérard Davet et de Fabrice Lhomme. Et donc, on le voit dans le journal. Les proches de François Fillon qui organisent la riposte, ça passe notamment par la presse quotidienne régionale, sur ce thème. Il est choqué par les propos, notamment de l'ancien président de l'Assemblée nationale, mais aussi du président de l'AMF, François Baroin. C'est à lire donc dans le Maine Libre. Merci beaucoup Quentin pour cette revue de presse de la presse quotidienne régionale. Guillaume Doyen, peut-être un mot sur François Fillon. Il a encore des soutiens. Il a encore des soutiens, mais franchement là, on est sur le trait de crayon à droite, oui. Arnaud, les troupes fillonistes, elles sont encore localement, elles existent forcément, parce que l'empreinte de François Fillon dans la Sarthe reste quand même malgré tout importante. Mais politiquement, le fillonisme, ça n'existe plus ?
Je crois que François Fillon s'est retiré de la vie politique, il l'a clairement dit et clairement exprimé. Pas tant que ça. N'oubliez pas, cher Arnaud, que le 30 janvier, il revient sur France 2 à quelques jours de son procès. Donc il veut exister dans le paysage médiatico-politique. Alors pour finir, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos titres respectifs. Arnaud Benedetti, eh bien, le numéro de la revue Politique et parlementaire sur la science à l'épreuve de la société. Guillaume Doyen, la une de la Gazette des communes. Cette semaine, c'est sur la parité. Oui, la parité en politique. Et dans les municipales, on a beau avoir des listes paritaires, on est très loin du compte quand on parle des exécutifs. Moins de 20% de maires sont des femmes. Cette proportion baisse encore plus dans les grandes villes et dans les intercommunalités pour des raisons qui sont un peu techniques à expliquer, mais qui relèvent du mode de scrutin. Là, les femmes sont encore plus absentes à la tête des intercommunalités. C'est là où est l'argent, en fait, où se prennent les décisions stratégiques. Il y a, je crois, moins de 10% de femmes. Et on la voit, cette une de la Gazette des communes. Donc pourquoi pas de parité finalement dans ces intercommunalités? C'est une question d'argent? Non, c'est que le mode de scrutin fait venir un peu plus d'hommes d'abord dans les... Parce que ça, ce serait un peu compliqué de vous donner tous les détails. Il y a un peu plus d'hommes qui sont élus. Et malgré tout, les hommes ont réussi volontairement à se garder les meilleurs postes de l'intercommunalité où, si vous voulez, il y a le plus de moyens. Et à la une de la Tribune, César Armand, avec une question: la finance est-elle la meilleure amie de la planète? Quelle est la réponse, César? La finance peut contraindre les gens à s'y mettre. On a le patron de BlackRock en début de semaine qui a promis qu'ils allaient verdir ce fonds d'investissement. On a essayé de faire un peu une revue des gros actifs, des grandes entreprises pour voir qui était bien, pas bien noté. Et aussi dans le deuxième cahier territoire, je signale notre enquête sur les chambres de commerce et d'industrie qui sont très impactées par la loi Pacte et qui ont chacune adapté leur stratégie au niveau régional. Très bien, merci beaucoup messieurs, c'est la fin de cette émission. Et je vous rappelle que lundi, on se retrouvera avec comme invité politique Nicolas Bay, eurodéputé du Rassemblement national. Et puis rendez-vous aujourd'hui à 12h30 pour le débat des élections municipales à Rennes, en direct sur Public Sénat, animé par Oriane Mancini, en partenariat avec TVR et Ouest France. Très bonne journée et très bon week-end sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.